Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien et aujourd'hui j'ai la chance, le bonheur de pouvoir interviewer Antoine de Surmain qui est un ami que vous connaissez peut-être déjà sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Antoine Explore la France. Antoine est auteur, animateur, influenceur, mais surtout aventurier voyageur. Son leitmotiv, c'est « Il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre une aventure ». Il nous fait découvrir tous les secrets de l'Hexagone. Voilà, je laisse la place à Antoine, place à l'entretien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo, ça aide la chaîne à grandir et je compte sur vous pour la diffuser. Antoine, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et pareillement. Bonjour monsieur. Bonjour Antoine. En fait, je trouve ça génial de t'inviter en premier parce que tu es une des premières personnes qui m'a aussi lancé sur les réseaux, dans mon aventure et donc sur YouTube. Tu t'es lancé tout seul quand même. Oui, mais en fait, pour la petite histoire, pour que les spectateurs comprennent, oui. Quand j'ai eu mon projet de Tour de France des cathédrales, une des premières personnes que j'ai contactées sur Insta, c'est toi. Tu m'as répondu, on s'est fait un visio. Et j'étais en mode, oui, alors, comment tu fais pour filmer tes aventures Et non, mais j'étais vraiment hyper touché que tu m'accordes ce temps. Mais c'est ça, mais moi ça m'a fait super plaisir. Et puis quand on voit ce que t'es devenu, franchement, c'était pas du temps de perdu, c'était bien investi justement. Oui. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de te recevoir. On va essayer, donc on va revenir un peu sur tout ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Oui. J'aimerais approfondir avec toi 2-3 thèmes qui te tiennent à cœur. Essayer de voir tout ce qu'on peut en tirer pour nous et aussi pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. T'allais dire téléspectateurs là. Oui. C'est l'étape d'après ça, on n'y est pas encore. Les plateaux de la télé, c'est pour bientôt. C'est pour après. On va monter notre émission. Et tout à l'heure, je t'ai présenté comme un auteur, animateur, influenceur, ce que tu es, on va dire, dans ta vie quotidienne, mais surtout et d'abord explorateur. Et en fait, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que tu as 33 ans. L'âge du Christ. Tu n'es pas obligé de le répéter, mais j'ai 33 ans, voilà, c'est... Tu es très jeune, tu es très jeune, nous sommes de la même génération. Et il y a un truc qui me marque moi tout de suite, c'est que tu as le goût de régulièrement partir t'isoler, partir vivre des aventures qui te poussent dans un certain isolement. Et je trouve que par rapport à notre génération et le monde dans lequel on vit, c'est assez paradoxal. Qu'est-ce qui t'a poussé, en premier lieu, à faire ce genre d'aventure? Qu'est-ce qui t'a poussé à ce goût de l'aventure? Moi, ça a commencé en 2019. Je pense que ça part d'un ras-le-bol général, en fait. Oui. Ça a commencé en 2019. Ça faisait 2 ans que je travaillais d'arrache-pied sur une émission pour faire découvrir la France aux enfants. Et j'avais tout monté, j'avais tout fait bien. J'avais fait un épisode pilote sur la roche de Solutré où je parlais des hommes préhistoriques, où je parlais d'écosystèmes, où je parlais d'histoire, etc. etc. J'avais mis la main au portefeuille, j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, non, pas trop. Le peu que j'avais, en tout cas à l'époque, quoi, mais pour moi, c'était beaucoup. Et puis, en fait, voilà, je me constitue ce gros dossier béton. J'arrive devant les boîtes de prod, en fait, avec ce dossier plus cet épisode. Et en fait, je me prends des portes au nez, mais monumentales, à chaque fois. Et on me traite limite un peu avec condescendance en me disant, bon, bah, ouais, le projet est sympa, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et moi, quand j'entendais ce retour-là, moi, ça me faisait péter un câble. Je me suis dit, mais comment ça vous intéresse pas? À quel moment le fait de vouloir faire découvrir la France, son patrimoine, son écosystème et vouloir en protéger en fait toute la diversité et ses richesses, à quel moment c'est pas intéressant? Et surtout vouloir le transmettre aux enfants, à quel moment c'est pas un sujet d'actualité? Ça devait être en fait ça devrait être d'intérêt public en fait, si tu veux, ce genre de sujet-là. Là, t'étais déjà dans la... t'avais déjà à ce moment-là la volonté de transmettre et de transmettre des choses du patrimoine naturel, on va dire. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a poussé justement à découvrir ce patrimoine naturel et à t'y intéresser pour vouloir le transmettre? Ah oui, bah là on remonte encore plus loin alors. On remonte en 2014. En fait, je sors des bancs de l'école de cinéma à ce moment-là. Et plutôt que de me diriger sur les plateaux du ciné, je me dirige en fait sur les plateaux de la télévision. Sur une émission d'histoire présentée par Franck Ferrand, où là, en fait, on me remet une voiture de loc, du matos, du matériel, une voiture de location et du matériel pour partir en fait en tournage. Et voilà, pour ces tournages sur l'histoire de France, en fait, je commence à vadrouiller dans tout le pays, à voyager dans tout le pays. Et je fais 2 constats à ce moment-là. Le premier, c'est que la France est un pays magnifique. Et le deuxième, c'est que c'est un constat un peu amer.
en fait, je me rends compte que je connais pas du tout mon pays. Et il y a un sentiment de culpabilité un peu qui naît à ce moment-là. Je me dis, mais mince, c'est quand même dommage. Alors à l'époque, j'avais 23 ans, 24 ans, et je me dis, c'est quand même dommage que tu sois... J'avais l'impression d'être étranger au sein de mon propre pays, en fait. Le pays dans lequel j'ai toujours grandi, qui m'a apporté et qui continue de m'apporter encore aujourd'hui, qui me nourrit. Bah, finalement, j'avais l'impression de pas le connaître et finalement de pas le mettre en valeur en fait, de pas le mesurer à sa juste valeur, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop si c'est... Ouais. Si, parce que je vois très bien, moi j'ai ressenti la même chose et le même besoin de voyage, mais ce qui est amusant, c'est que... Enfin, ce qui est amusant, je sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas... c'est pas pour nous envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à se faire cette réflexion-là. Ben, moi je pense que ça a dû sauter une génération en fait. Parce que la génération de nos parents, tu vois, ils sont quand même assez branchés patrimoine, vieilles pierres, histoire, etc. Et voilà, tu sais, c'est un peu comme les gènes qui sautent d'une génération à l'autre. Je pense que cette passation, cette transmission d'amour du patrimoine, du terroir, voilà, de la culture, etc. J'ai pas l'impression que ça ait trop touché les gars d'avant nous, tu vois. Okay. Moi, celui qui m'a transmis cette passion, parce que lui-même est passionné en fait par le patrimoine, c'est Stéphane Bern. Stéphane Bern, tu l'écoutes parler d'histoire de France. Le gars, il est passionné. Parfois, tu vois même qu'il a les larmes aux yeux quand il raconte certaines grandes histoires. Il est toujours émerveillé quand il découvre un château, même si c'est la 50e fois qu'il le visite. Et il arrive toujours en fait à te transmettre ça. Moi, je suis passionné par les gens passionnants en fait. Ouais. Tu l'as rencontré en vrai? Je l'ai rencontré une fois et j'ai été très ému de le rencontrer. Et lui, il était très touché aussi. Voilà, il te connaissait? Je lui ai dit que non, il me connaissait pas. Mais je crois que si, je crois que je l'avais déjà. En fait, j'avais réussi à obtenir son 06 à un moment donné. Et je lui avais envoyé justement un message quand j'écrivais mon émission, en lui exposant un petit peu le projet. Et lui, il m'avait soutenu. Il m'avait dit, mais c'est génial, Antoine, continuez, etc. Je lui avais envoyé un pitch après sur son adresse mail. Et puis ça l'avait pas fait. Ouais. Enfin, à mon avis, il a trop de mails, tu vois. Mais, voilà quoi. Ok, et alors donc là, tu as un constat amer. Ouais. Tu le dis, c'est toi qui dis amer. Ah oui. Tu connais pas assez la France, tu as envie de la découvrir. Et puis à côté de ça, tu as une envie de transmettre. Tu as fait une école de cinéma, tu veux bosser dans la télé, tu voulais bosser dans la télé. Ouais. Et donc tu te dis, il faut que j'en fasse un truc. Et donc après, tu m'expliquais au départ que tu en as eu ras-le-bol parce que tu as présenté un projet et on t'a dit... Ouais, donc voilà, on m'a dit merci mais non merci quoi. Oui. Et là, ça t'a vénère. En gros, voilà, ouais, j'ai eu cette idée-là en 2017, donc tu vois, 3 ans après avoir travaillé sur ces tournages, etc. Le projet, mais vraiment 3 ans avant de naître dans ma tête. Et voilà, donc je réunis tous les moyens possibles, une petite équipe de potes. J'avais un pote qui avait un drone, du coup, hop, il est promu droneur professionnel. J'avais des potes qui étaient ingé son, d'autres qui étaient cadreurs, etc. Un de mes meilleurs amis que j'avais mis à la prod et tout. Donc, mine de rien. Et puis surtout, on avait organisé des castings pour des voix off, etc. Donc, il y avait vraiment un vrai investissement, tu vois. Et cet investissement qui est balayé d'un revers de main comme ça par toutes les productions parisiennes, parce que voilà, parce qu'elles recherchent pas ça. En fait, c'est ça la phrase qui m'a énervé, c'est sympa, mais on recherche pas ça pour le moment. Et moi, je comprenais pas du tout cette phrase parce que pour moi, c'était un sujet ô combien important en fait, de pouvoir transmettre justement la nécessité de voyager en France et de redécouvrir son patrimoine naturel. Et donc, à force de me prendre des râteaux, j'en ai eu marre. Et en 2019, j'ai pris mon sac, mes affaires, toutes mes idées, et puis j'ai décidé de traverser les Alpes à pied. Ouais. Et donc ça a été cette première grande expérience de solitude, si tu veux. C'est ce qui t'a lancé sur Insta aussi. C'est ce qui m'a lancé sur Insta, mais bon, en 2019, Insta, si tu veux, c'était du Insta à l'ancienne. C'était que des photos. Il n'y avait pas encore eu... Enfin, TikTok en était qu'à ses débuts. Donc Insta, en fait, c'était un milieu qui était très installé. Tu ne pouvais pas vraiment percer sur Insta comme tu peux percer aujourd'hui. Et donc je me lance sur Insta sans grande conviction. En fait, je raconte juste aux 700 personnes à l'époque qui me suivent, chacune de mes journées, mon point de départ, mon point d'arrivée, combien de kilomètres j'ai marché, le nombre d'ampoules que j'ai aux orteils, et puis voilà, les gens que je rencontre, ce que je mange, comment je monte ma tente et tout. Mais mine de rien, ça marche et les gens commencent à s'abonner, si bien qu'au bout des 26 jours de marche, j'ai peut-être 2000 abonnés sur Insta. Et sur TikTok, qui était la plateforme qui se lançait à ce moment-là, je suis passé de 0 à 12 000 abonnés
en l'espace de 2 semaines. Donc pour moi, c'était complètement énorme. Ah oui, Et donc ça ok. m'a prouvé surtout que je me trompais pas de sujet, tu vois. Tous les gros boomers des boîtes de prod parisiennes qui me disaient ouais non ça nous intéresse pas, taffe encore un peu le truc. Mine de rien, quand je me retrouvais tout seul en pleine montagne avec mon téléphone et que je faisais passer le message que je voulais sans en fait m'encombrer d'un tiers ou quoi que ce soit, bon bah là en fait ça marchait. C'était déjà le début d'une revanche pour toi? Il y a pas de sentiment revanchard ou quoi, mais en tout cas, ça confirmait bien l'intérêt en fait que moi je trouvais déjà dans le fait de transmettre ce genre de choses, et surtout l'intérêt des Français en fait dans la volonté de redécouvrir et puis de découvrir la France en fait tout simplement. Parce que c'est quand même incroyable. On a un pays magnifique, on l'habite quotidiennement et puis finalement on le connaît pas quoi. Pour toi, la traversée des Alpes, tu disais, ça a été un des plus gros moments de solitude, C'est une enfin, marche initiatique. le plus gros moment de solitude que tu aies vécu, le premier en tout cas. Ouais, non, non, c'était pas c'était pas un moment de solitude. Enfin, c'était de la solitude dans le sens où je suis parti marcher seul. Et je suis parti marcher parce que je sentais qu'il y avait un ras-le-bol. Et surtout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait découler de ça, en fait, si tu veux. Je te parlais de marche initiatique, ça, c'est vraiment une technique de Sioux. Mais une technique de Sioux dans le sens propre du terme, tu vois. C'est, Ouais. chez les Amérindiens, je crois que pour qu'un jeune garçon passe à l'âge adulte, on l'envoyait marcher comme ça. Chez les scouts, pareil, tu vois, quand tu fais tes raids de première classe, etc. Donc en Oui, fait, parce que tu as été scout. Ouais, j'ai été scout pendant longtemps. Et ça, je pense que ça m'a bien forgé aussi. Mais tu vois, cette marche-là de traverser des Alpes, je pense que ça a vraiment été cette marche initiatique. Et je sentais qu'il allait en fait se découler quelque chose. Je sentais qu'il allait arriver quelque chose de cette marche. Et quand je suis parti, ma famille, ils m'ont dit mais pourquoi tu fais ça, enfin, pourquoi tu as envie de partir tout seul Je pendant 25 m'identifie tellement, jours et ouais. tout. Ouais, mais j'ai eu des réactions assez mitigées. Ma petite sœur, elle a vraiment pas compris. Elle a pris ça un peu avec méfiance. Tu vois. Ouais, je sais très bien. Je m'en souviens, elle me dit mais je comprends pas pourquoi tu veux partir tout seul, c'est dangereux en plus, marcher autant de temps, machin. Et voilà, et je suis parti Ouais. solo. Et en fait, je me suis rendu compte que la marche, par son aspect méditatif, mécanique, dans le sens où c'est vraiment un exercice qui occupe ton corps et ton esprit, et qui libère ton esprit surtout. Enfin, ça occupe ton corps et ça libère ton esprit. Et dans ce cadre-là, en fait, ça me permettait de répondre à plein de questions sur moi, sur la vie en général. Et je suis revenu de là, mais zen comme tout. Je me suis dit, la prochaine fois que tu te poses des questions, tu réfléchis pas, tu Ouais. pars marcher, tu fais ton truc. En fait, t'es ressorti de là, tu savais ce qu'il fallait que tu fasses. Je savais ce qu'il fallait que je fasse, je savais comment je devais le faire surtout. C'était dingue, genre j'ai eu l'impression d'avoir avalé la lumière d'un coup, tu vois. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire parce que j'ai vécu la même T'as marché expérience, hein. beaucoup aussi toi, ouais, Moi, voilà, c'est ça. mes 9 mois de Tour de France, c'était le même délire, hein. Je suis parti parce que c'est un rêve depuis longtemps, mais surtout parce qu'il y avait un ras-de-bol aussi. J'avais terminé les études, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais, j'étais au chômage, enfin bref, c'était un peu terrible. Mm. Et je voulais le faire. Je l'ai fait, les gens n'ont pas compris pourquoi je l'ai fait. Ouais. Et quand j'ai fait ce projet, alors il y a tout ce qui s'est passé au milieu, machin, tout ça, mais quand j'en suis ressorti, je savais que, un, j'avais fait une bonne chose, et que deux, j'avais enfin trouvé ce qu'il fallait que je fasse. Alors, pas forcément dans l'absolu pour toute ma vie, mais en tout cas maintenant, Ouais. tu vois. Et donc, je comprends très très bien ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est pas pour rien qu'on a inventé les pèlerinages, hein. Tu vois, Ouais. tous les pèlerins qui partent marcher parce qu'à un moment donné ils sont complètement paumés ou quoi, mais la marche c'est un vrai pouvoir, c'est un pouvoir magique en fait. Mais C'est d'ailleurs, exactement ça. les a-t-on vraiment inventés, les pèlerinages? Non, mais on les a pas inventés, mais L'homme a c'est toujours pour marché, ça. en fait. L'homme a toujours marché, mais c'est pour ça que c'est toujours entre guillemets à la mode, et c'est pour ça que ça marche toujours encore aujourd'hui, tu vois. Enfin, Oui. et quand on dit que quelque chose marche, justement, tu vois, je viens de le dire là, l'air de rien, mais quand on dit que ça marche, c'est que ça fonctionne. Oui. Tu vois, dire que quelque chose marche, c'est que quelque chose fonctionne et est en bon état, quoi. Ouais, c'est Il faut marrant. marcher, en fait. Ouais. Tout est dans la marche. C'est rigolo parce que tu viens de dire la marche est encore aujourd'hui à la mode. Alors c'est vrai que la rando aujourd'hui est à la mode, Ouais, les pèlerinages reviennent aussi un peu à la mode, mais je trouve que ceux qui font, en tout cas la façon dont c'est présenté, dont c'est vendu aujourd'hui, c'est que la rando c'est pour le bien-être, pour le sport, la performance. Mm. Et un petit peu le côté exploration, mais dans le sens il faut aller voir ça et vite cocher les cases de ce qu'il faut aller voir. Mais ça, alors- c'est surtout pour les réseaux sociaux. Il y a vraiment ce côté consommation, Ouais, mais de du coup, checklist. ouais, mais du coup, je pense que ça a tendance à transformer la vision des gens de cette chose-là. Et moi, le truc qui m'intéresse, enfin qui me touche, plus qui m'intéresse, qui me touche vraiment chez toi,
c'est que quand tu pars à l'aventure, tu voyages vraiment, et la façon dont tu en parles, dont tu le mets en scène, même sur tes réseaux, tu t'effaces derrière ce que tu es allé voir. Mhm. Et ça m'a vraiment touché. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire et si tu veux Ouais, rebondir oui. dessus, mais j'ai vraiment cette impression que, en fait, tu n'es pas simplement en train de faire une performance, en train de faire un voyage pour voir un paysage ou pour ton bien-être. C'est plus que ça, tu es limite en train de rendre un hommage à ce que tu es en train de voir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Bah, c'est complètement ça. Et c'est de l'exploration, en fait, dans son sens le plus pur. Ce qui différencie un explorateur d'un aventurier, par exemple, un aventurier, il va viser justement cette performance sportive. Mike Horn, c'est un aventurier, tu vois, Ok. qui veut faire le tour du monde, par exemple, au plus proche de l'équateur. Bon, bah ça, c'est un défi physique hors norme. Mais un explorateur, c'est vraiment quelqu'un qui va voyager pour collecter des infos et ensuite pour retransmettre des informations, un savoir, etc. Moi, quand je voyage en France, et j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot voyage, parce que c'est vraiment ça, c'est du Oui. voyage. J'ai pas l'impression de visiter la France, j'ai pas l'impression de partir dans le département d'à côté, si tu veux, un petit peu voilà, le moral dans les chaussettes, parce que bon, bah, allez, il faut aller se taper une rando dans le Jura, c'est pas forcément le département le plus sexy, on préfère aller dans les Calanques ou même faire du quad à Dubaï, tu vois. Ouais. Mais non, mais en fait, je reste vraiment le premier spectateur de ce que je découvre. Et il n'y a, Hmm. y a aucune destination que je fais par dépit. À chaque fois, je suis hyper curieux de découvrir et c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier en fait. Le fait de me dire, ok, je connais encore un peu plus, encore davantage mon pays. Récemment, tu vois, par exemple, je suis parti dans un endroit qui s'appelle la Vallée de la Mort. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Voilà. Bah, la Vallée de la Est-ce Mort, que en c'est dans fait, les Alpes ? ben, non, c'est dans le Doubs, Ok. donc dans le massif du Jura, dans le département du Doubs. Et c'est marrant parce que c'est un drôle de nom pour un endroit aussi vert. Il n'y a rien qui est mort là-bas en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout la vallée de la mort américaine, ça pourrait même s'appeler la vallée de la vie en fait. Tellement tout est vert, tellement tout est riche, tellement tout est foisonnant, il y a tout qui grouille. T'as le Doubs une rivière magnifique qui fait la frontière entre la France et la Suisse. Alors c'est vraiment dans un coin paumé de la France, tu vois. Même moi, je ne savais pas du tout, il y a encore un mois, que ce coin-là existait. Mais à force de chercher, à force de fouiner partout dans les cartes, etc., tu arrives à trouver des petites pépites là-bas. Et je me retrouve donc dans la vallée de la mort, tout seul, dans un monde vert, foisonnant de vie, hyper végétal, etc. J'ai tendu mon hamac entre deux troncs tordus, Ah mais oui, j'ai plein vu de tes mousse. stories. Mais non, je me Mais souviens. c'était Mais super oui, vert en oui, fait ce oui. truc-là. J'étais noyé dans la verdure. Et en fait, quand je suis dans ces moments-là, mais j'ai pas besoin de plus. Je ressens pas le besoin, si tu veux, de mince, en fait, non, il faut que je me tape 16 heures d'avion pour trouver du dépaysement. Le dépaysement, je l'ai là, en fait. Je l'ai en ayant fait peut-être 2 heures de caisse, en me retrouvant dans le Jura, dans une région qui est pas forcément voilà, 2 heures de prisée moto. par les touristes, etc. Et puis, en fait, tu as l'impression de te retrouver en pleine jungle. Moi, alors, ça fait beaucoup marrer, tu vois, quand je dis que j'ai l'impression que tu as des endroits qui ressemblent à des déserts en France, à des steppes comme en Mongolie, etc. Je me suis fait plusieurs fois alpaguer un peu par des grands voyageurs qui me disent ouais bon tu charries un petit peu des steppes mongoles, des Charrie ou déserts, pas, des hein. trucs. Parce qu'on le verra tout à l'heure, hein. J'ai prévu un On le truc fait- pour toi, Ah mais bah tant mieux, restez tant bien, mieux. restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je serais ravi que Mais, tu mettes un grand coup de marteau sur le clou là. Non, non, j'ai Parce prévu que- un petit jeu, tu vas voir. Ben non mais bon bah parfait. Allez, j'espère ne pas me faire piéger du coup. Mais non et ouais des gars comme ça qui me disent ouais bon tu charries un petit peu. Mais mince en fait ils ont pas d'imaginaire ces mecs là tu vois. Oui. Ils ont pas d'imaginaire, leur imaginaire est mort, et en fait, pour s'imaginer dans des grands espaces, ils sont obligés d'aller les chercher. Moi, les grands espaces, en fait, cette soif de grands espaces, je vais la chercher sur les plateaux du Larzac, sur le Cosméjean, sur les plateaux du Césalier dans le Cantal. Je sais pas si tu t'es déjà retrouvé au milieu des plateaux du Césalier, mais c'est un vertige horizontal à 360 degrés, le truc. C'est un truc de dingue, en fait. Il n'y a pas un endroit comme ça au monde, tu vois. Donc pour toi, Et on a ça en France. pour toi, c'est d'abord une histoire d'univers, d'imagination. Moi, je suis un scout qui a jamais grandi, en fait. Je suis un enfant, je suis un éternel enfant, et je cherche cet émerveillement. Ça, c'est primordial pour moi, d'arriver à s'émerveiller encore aujourd'hui. Et je cherche et je le trouve dans l'exploration. Donc moi, je suis toujours à l'affût, en fait, si tu veux, d'un endroit, si tu veux, où d'un coup, je vais me dire,
waouh, mais c'est exactement là où je devrais être, en fait. Si tu te retrouvais face au petit Antoine qui a 9-10 ans, qui commence à réfléchir sur ce qu'il voudra faire plus tard, sur ses grands rêves, tout ça. Oula. Est-ce que le petit Antoine de 9-10 ans, comment dire, Est-ce qu'il serait fier? il serait fier de ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce qu'il l'avait anticipé? Bah non, moi je pense que le petit Antoine d'il y a 10 ans, qui a 10 ans, il me dirait mais mec, pourquoi on n'est pas devenu pilote de chasse comme c'était prévu en fait. Je lui ai dit bon bah écoute mon grand, en fait il va se passer un truc, ça s'appelle l'adolescence et en fait tu vas prendre 60 cm d'un coup, tu vas pas comprendre ce qui va se passer, donc déjà en fait tu vas pas avoir la taille conventionnelle pour être pilote. Et puis surtout mec, t'es une daube en maths en fait, donc voilà, être pilote de chasse ça sera pas pour toi, parce que t'avais qu'à mieux taffer à l'école, voilà tout simplement. Et même le Antoine d'il y a 10 ans, et même le Antoine d'il y a 15 ans, et même le Antoine d'il y a 20 ans, en fait il s'imaginait pas du tout ce que j'allais faire aujourd'hui. Tu vois, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai réalisé qu'on avait un pays magnifique, mais ça fait 6-7 ans que je travaille vraiment le projet. T'interviews le Antoine qui avait 20 ans. Antoine d'il y a 20 ans, il pensait qu'il allait être acteur et qu'il allait faire du ciné. Tu vois, on est très loin d'un mec qui part faire de la rando pour parler patrimoine naturel. Très loin. Parce que ton projet professionnel au départ, c'est de faire une école de cinéma pour faire des films. Mais moi, faire des films. Mais moi, j'ai passé mon temps à changer mon fusil d'épaule, en fait. Tu vois, genre, j'étais pas hyper bon à l'école. J'étais toujours moyen, tu vois. C'était toujours, pareil, toujours dans la moyenne, voilà, toujours à suivre un peu. C'était le genre de gars qui fait le strict minimum pour passer. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis parfois, ça passait vraiment ric-rac, tu vois, mais ça passait. Ouais. Et voilà. Et non, j'avais dit à mes parents, vraiment au début, je voulais être acteur. C'était vraiment un grand truc. Me retrouver devant les caméras, parler, transmettre. Mais déjà, tu vois, je pense qu'il y avait les bases à ce moment-là. Il y a quand même une constante, Il y a une constante, il y a peut-être un petit besoin de validation, je pense aussi. Il faudrait que je fasse analyser ça par un psy. Il serait ravi de faire son 4 heures là-dessus. Écoute, Antoine, je suis prêt à t'écouter. Voilà, c'est parfait, t'as le divan. Non, il faudrait qu'on change, tu vois. Moi, je vais m'allonger là, et toi, tu vois. Non. Et voilà. Et mes parents, quand je leur ai dit non, je voudrais être acteur, ils m'ont dit... tu vois, ils voulaient que je fasse une fac de droit, tu vois, à l'origine. Donc, acteur, les plateaux télé, etc. Ils m'ont un peu retenu par la manche en me disant non. Et j'ai trouvé la douille en leur disant, bon, bah, tu vois, leur proposer un aspect un peu plus technique. Je leur ai dit, bah, je voudrais être réalisateur. Du coup, il y a des grandes écoles à faire, machin de trucs et tout. Okay. Bon, les grandes écoles, que chi. Et finalement, je suis réal quand même, tu vois, donc je me suis pas ouais, en fait, maintenant, t'es les deux à la fois. T'es à la fois devant et derrière la cam. Exactement. Ouais. J'aimerais te poser une question parce que t'en as parlé plusieurs fois et j'ai envie de revenir dessus. T'as dit plusieurs fois que t'as été scout, que ça t'avait forgé. Tout ça, est-ce que t'arriverais à me définir ce que c'est le scoutisme pour toi? Mais c'est très simple, c'est la plus belle école de vie. C'est la plus belle école de vie qui puisse exister. Alors pourquoi c'est la plus belle école de vie? Bien sûr, bah, je vais pas te laisser là comme ça en plan, mon pépère. Hein. Évidemment que je vais argumenter. Moi, je vais te raconter une histoire très simple. Le scoutisme, on m'y a vraiment inscrit de force. Tu vois. Okay. C'est pas du tout moi qui suis allé voir mes parents et en leur disant papa, maman, je voudrais être scout. Pas du tout. On rentrait en fait de l'école en voiture. Je m'en souviens très bien. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. Et ma mère, dans la voiture, me dit « Antoine, je t'ai inscrit au scout. » On était au mois de septembre, hein, tu vois. « Antoine, je t'ai inscrit au scout. Tu démarres ce week-end. En fait, ton premier week-end, c'est là, c'est samedi. » Et je me souviens m'être mis à pleurer parce que je détestais... En fait, moi, je voyais les scouts à la messe, si tu veux, qui étaient devant moi. Et c'était des gamins, en fait, qui étaient sales. Qui se sentaient pas bon et qui étaient en short et voilà, et puis ils étaient tous là avec des chapeaux chelous et tout machin truc. Ouais. Moi je me suis juré de jamais y aller en fait et le premier week-end se passe, on se prend la pluie en fait si tu veux pendant 48 heures. On mange une espèce de purée knacky infâme dans des gamelles qui n'étaient pas lavées, etc., genre sur des feux de bois et tout. Vraiment la pire expérience de ma vie. De camping même, de camping. Je me suis juré de jamais y retourner de ma vie. Et en fait, j'en suis sorti de mon plein gré 15 ans, 20 ans plus tard, après avoir fait toutes mes années louveteau, scout, routier. J'ai même été chef. Et voilà. Et pour moi, en fait, c'est un passage qui est magnifique dans le sens où ça t'accompagne. Ça te met des jalons, si tu veux, tout au long de ta vie. Parce que tu t'entres chez les scouts à 7 ans, t'en ressors, allez, si t'es chef, jusqu'à 23, 24 ans. Oui. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui t'accompagne de ton enfance jusqu'à ta vie d'homme.
Et ça, c'est quand même incroyable. Moi, il y a un truc aussi qui m'a marqué. J'ai été scout comme toi, j'ai fait Louveteau, scout routier. Ouais. J'ai pas été chef de troupe, mais j'ai été CP pendant 2 ans. Et le truc qui m'a marqué, c'est que c'est aussi le jeune est responsable de son éducation et aussi de l'éducation des plus jeunes Des que plus lui. jeunes. Non, mais tu te rends compte, mais ça, Donc en fait, il y a c'est un cette truc de fou. dimension de responsabilité qui est ouf. Ouais. Tu vois Tu te rends compte quand même que le scoutisme, en fait, c'est ça qui est dingue. Le scoutisme, t'as quand même des parents qui acceptent de donner leurs enfants qui ont 7 ans, les placer sous la responsabilité d'autres enfants qui ont 11-12 ans, qui eux-mêmes sont sous la responsabilité De 15-16 ans. de nanas ou de mecs qui ont 15, 16, 17, 20 ans, tu vois. Ouais. C'est quand même complètement lunaire. Et ça marche depuis 1920, depuis Baden-Powell. Et le truc, ça fonctionne toujours. Mais je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Je pense que le secret de ça, c'est qu'à partir du moment où tu justement donnes cette responsabilité à un jeune, en fait, ça le forge parce que quand il reçoit cette responsabilité, c'est obligé que ça le fasse grandir. Bah oui. Et que ça C'est une preuve le de pousse à confiance se surtout, dépasser en fait. Ouais. pour dépasser l'autre. Non, tu vois, moi, c'est de toutes les plus belles valeurs que j'ai appris dans le scoutisme, au-delà des valeurs voilà, qui sont directement intrinsèques, on va dire, c'est-à-dire la fraternité, l'entraide, le respect de la nature, etc., etc. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est en fait le goût du dépassement de soi, le goût de l'effort et du dépassement de soi. Parce que, en fait, t'as pas le droit d'être égoïste quand tu es au scout. C'est pas que t'as pas le droit, mais c'est que tu peux pas, en fait. Parce que déjà, tu vis en communauté. T'évolues au Louveteau dans une cisaine, dans une patrouille, dans une équipe, plus tard, etc. Et tu peux pas être égoïste, sinon le groupe ne fonctionne pas. Donc chacun a cette responsabilité, a ce devoir, en fait, de sortir les mains des poches pour participer activement à la vie de la patrouille. Et franchement, quand tu te retrouves dans des week-ends, comme le premier que j'ai vécu, si tu veux, où en fait, tu es obligé Attends. Et quand tu te retrouves, si tu veux, dans des week-ends où il pleut des cordes, en fait, si tu veux, et tu n'as pas que d'autre choix que de faire avec, tu peux pas d'un coup en fait retourner si tu veux dans ton canapé plan devant ta télé, devant ton ordi à jouer à Age of Empires, tu vois. Non, là ça existe plus mon pote. Tu es obligé de faire avec l'obscurité, avec la fatigue, avec le coup de maillet que tu t'es pris sur les doigts il y a 15 minutes et c'est tout ça qui est génial et en fait tu ressors. Ouais. Moi, il y a plein de fois où je suis allé en traînant des pieds si tu veux à mes week-ends scouts et je suis revenu des week-ends mais hyper heureux, hyper content parce que tu fais du concret en fait. Tu fais du concret, tu es dehors et puis en fait rien que le fait d'être dehors en fait ça te fait du bien tout simplement. C'est une des plus grandes aventures de ma vie, c'est quand tu es en camp ou en week-end scout, en plein hiver, il fait moins 15, t'as réussi à avoir un petit peu de chaud dans ton duvet, et la merde, faut que t'ailles pisser. Ah ouais, non mais c'est ça. Et là, tu vois, ça devient la plus grosse aventure de ta vie. Je le dis ou je le dis pas. C'est exactement ça. Bon, et donc tu vas réveiller tout le monde, parce que il est 2h du mat, tu vas réveiller tout le monde en leur marchant dessus. Parce que tu sais, on est tous serrés les uns contre les autres. Dans la tente canadienne, tu fais tomber le poteau du milieu, en plus, il y a tout qui se pète la gueule. Et alors là, mec, juste pour faire 10 mètres, c'est la plus grosse aventure de ta vie. Ah ouais, non mais c'est sûr. Tu croises le feu, t'as encore 3 braises, tu vas souffler dessus pour essayer de les réchauffer, tu refous un peu de bois, puis hop. Puis ça te permet de mesurer le confort, en fait, surtout après quand tu reviens chez toi, t'as la douche chaude. T'ouvres une manivelle et d'un coup en fait il y a de l'eau directement chaude qui tombe. Ça, moi, je refuse en fait de trouver ça banal, si tu veux. Et donc est-ce que c'est ça qui continue aussi à te pousser à partir ? Mais oui, parce que en fait le fait de te retrouver dans la difficulté, le fait de nourrir ce goût de l'effort, ça t'aide, en fait ça donne de la saveur à ton quotidien, si tu veux. Oui. Je te disais que je refusais de trouver une douche chaude normale, de continuer de trouver ça normal, tout simplement parce qu'il faut mesurer cette chance et ce privilège qu'on a aujourd'hui, si tu veux. Et donc quand, moi cet hiver par exemple, je suis allé beaucoup dormir, si tu veux, dans la neige, avec un sac de couchage très chaud, etc. La prochaine étape, ça va être de réussir à faire la même chose sans sac de couchage. J'essaye à chaque fois, si tu veux, de me retirer des petits points de confort comme ça, pour après arriver en fait moi à essayer d'être le mec le plus couteau suisse, le plus au taquet possible dans tous les milieux naturels, mais surtout parce que en fait quand tu rentres chez toi, mais t'as plus le droit d'être malheureux en fait. D'un coup parce que tu te rends compte que tout va bien en fait, tu vois. Et en fait la nature t'aide à relativiser en fait, tout simplement. Mais c'est bien plus que ça. En fait, il faut que je t'emmène. Il faut vraiment qu'on aille en baver. J'en rêve. Il faut vraiment qu'on aille en baver tous les deux, 10 jours, je sais pas trop où, cet hiver. Et ouais. Là justement, j'ai eu l'hiver dernier.
J'ai passé le 31 sous la neige avec des amis à Au col 1950 du, mètres. ouais, au col Non, du Grand c'était. Saint-Bernard. Après, on a décalé au col du Grand Ah, ok. Saint-Bernard. Mais avant, on était sur un plateau, j'ai oublié le nom, c'est pas très loin de Saint-François-Longchamp dans les Alpes. Ok. Et on est monté à 1950 mètres d'altitude avec un gros traîneau, on était en ski de rando, etc. On a monté la yourte, le poêle à bois. Ah oui. Il a fallu qu'on creuse dans la neige pour planter la yourte, machin, etc. Poser. Alors, on a super mal dormi. Mais ça devait faire 2 ans que j'avais pas fait un truc comme ça. Et après, qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Bah oui. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Mais parce que Ouais. t'en as bavé, en fait, parce que tu l'as mérité, ce confort que tu... Voilà, c'est ça. C'est une Ok. question de mérite, en fait, tout simplement. Après, Aujourd'hui, on mérite plus trop les choses, tu vois. On se donne plus trop on se donne plus trop, justement, cette marge, en fait, de mérite. On m'a demandé en conférence récemment si on pouvait faire tout ce que je faisais, mais en version plus soft, enfin, plus cool, plus Bah non. pépère. Et je leur ai dit, T'as envie mais de leur les dire gars, non, en en fait, fait. si vous voulez vivre exactement ça, il Ouais. faut le vivre à la même échelle. Et c'est accessible à tout le Sortez, monde. en fait, sortez et confrontez-vous justement à la difficulté. Nos vies sont trop faciles aujourd'hui. Il faut retrouver un peu de difficulté. Il faut voilà, parce que en plus, c'est dans la difficulté que tu apprends à te connaître, en fait, si tu veux. Ouais. Et ça marche pour tout. Je vais te donner un indice. Je vais te donner une petite info très simple. Je suis tout oui. Si tu veux, si un jour d'aventure, il y a une jolie fille qui rentre dans ta vie et que tu te poses des questions de savoir si c'est la bonne ou pas, Henri, tu l'emmènes en rando. Tu l'emmènes en rando. Et pourquoi tu fais ça? Justement parce que tu vas la tester dans la difficulté. Les couples qui durent, c'est les couples qui durent pas seulement quand c'est facile, qui durent en fait dans les moments où c'est difficile, dans les moments où t'en baves. Et je peux te garantir que quand tu es en randonnée depuis plusieurs jours, le vernis il saute très vite. Oui, d'accord. Donc en gros, tu l'emmènes en baver quelques jours en montagne. Et tu vois en fait sa réaction, et tu vois ta réaction à toi aussi, tu vois, Ouais. dans l'effort, dans la fatigue. Est-ce que tu es plus irritable? Est-ce que d'un coup tu vas te mettre à stresser? Est-ce que tu vas te replier sur toi et devenir muet comme une tombe? Est-ce qu'au contraire tu vas essayer d'aider l'autre, de voir le positif, etc. Et en fait, le fait de se retrouver dans cette difficulté traduit beaucoup sur toi, sur l'autre personne, etc. Donc Ouais, mais je suis faire des complètement d'accord. randos où t'en baves, Ouais, je suis c'est complètement mieux de d'accord. connaître en fait, si Ouais. tu veux. Bah écoute, tous les amoureux qui nous écoutent Ouais. ou qui nous regardent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Emmenez vos meufs et vos mecs en rando. Voilà, c'est ça. Écoute, Antoine, quand je t'ai découvert sur Instagram, c'était surtout aussi à travers une vidéo que tu avais faite à l'époque, où tu te présentes un peu, et dedans tu te définis comme explorateur de l'Hexagone, baroudeur de département. Ouais. Alors pour vérifier cette information, Mm. pour vérifier tes prétentions, Oh là là. je t'ai préparé un petit jeu, Un petit quiz. un petit quiz. Je t'ai préparé une série de photos Ok, sans contexte, ok. de paysages. Ouais. Non, mais je sais très bien. Je ça, sais. ça Je peut co- être, ouais. ça peut être en France ou ailleurs. C'est terrible. Si je me plante, c'est terrible. C'est- hein. Vraiment, et tu vas devoir essayer de deviner où c'est, au moins la région, Ok. et si possible le lieu précis. Ok. Alors, comme il y en a qui nous écoutent aussi, je vais te montrer les photos et l'idée c'est que tu les décrives aussi un peu Ouais. pour que ceux qui nous écoutent D'accord. puissent voilà. Donc tu décris un peu ce que tu as sous les yeux et tu essayes de deviner. Ok. Ok. Alors, je te montre sur mon téléphone et pour ceux qui nous regardent, on va vous les incruster à l'image. Tac, tac, tac. Alors, bon, pour toi, celle-là, elle devrait être facile. Bon, il s'appelle comment ce jeu? C'est où ça? C'est un GeoGuessr, mais Ah, à ma ouais, sauce. d'accord. Bon, alors. Touche pas à l'écran parce que la réponse va apparaître ici. Je ne touche pas l'écran. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on est sur un paysage relativement désertique, de l'herbe rase, des buissons secs, beaucoup de pierres, 2 chevaux, en fait, voilà, des robes très claires. On dirait des chevaux préhistoriques. J'ai l'impression que ça pourrait être des chevaux de Przewalski, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, alors, il Il fallait est pas trop me- fort. Donc, Il est trop fort. et après, on a une grande crête montagneuse au fond. Donc, effectivement, ça fait penser à des paysages d'Asie mineure, mais Cocorico, je dirais qu'on est en France, sur le Cosméjean, justement. Exactement, c'est Waouh. exactement ça. C'est incroyable quand j'ai vu cette photo. C'est la Mongolie en fait. Ce Ouais, truc. ouais, ouais. Et en Ouais, fait, vraiment, pas du ouais. tout. C'est les Cosméjean en France. Superbe. Alors, C'est beau, c'est très très beau. Il faut aller sur le Cosméjean. alors ça, est-ce que tu vas reconnaître aussi? Alors j'en ai 2. Je vais te présenter celle-là. Alors, oh oui, ça c'est magnifique. Oui, oui, bah ça, alors, ça c'est l'un des plus beaux canyons. Alors, c'est en France, hein. C'est l'un des plus beaux canyons qu'on a en France. Pour ceux qui nous On écoutent, dirait les États-Unis. pour ceux qui nous écoutent, ouais, tout à fait. Imaginez-vous une terre totalement vide, un vertige horizontal et
une entrave, comme si la terre s'était écroulée en plein milieu. C'est des roches magnifiques, bariolées de couleurs, et au centre, une sorte de méandre asséché en forme serpent, d'epsilon un petit peu. Ouais. Non, pas d'epsilon, comment ça s'appelle le symbole de l'oméga, là, justement. Tu sais, l'espèce de U grec. L'oméga, ouais. Ouais, c'est ça, oméga, voilà, exactement. Donc il s'agit en fait du cirque de Navacelle. Il est trop fort. Entre le causse de Blanda et les causses du Larzac et les plateaux du Larzac. C'est l'un des plus beaux canyons que j'ai vu de ma vie. J'en ai pleuré tellement c'était beau. Trop stylé. Pour l'instant, tu ne faillis pas C'est à un ta sans réputation, Antoine. Pour l'instant, tu ne faillis pas. On va continuer, t'inquiète Allez. pas. Allez, encore un facile pour toi. C'est parti. Après, on va passer l'étape supérieure. Encore Ok. un facile. Ah là, pour on toi. est au niveau 1 du. Ouais, c'est le niveau 1. Là, pour toi, c'est le niveau oui, 1. non, d'accord, celui-là, il est facile. Donc, on est vraiment sur des roches ocre, rouge. Il y a toute une, il y a toute une échelle de couleurs qui part du blanc jusqu'au rouge sang, en fait. Donc, on pourrait se croire en Australie, on pourrait se croire dans la vallée de la mort aux États-Unis. Ouais, dans le Colorado un peu. Dans le Colorado, il n'en est rien, chers amis. Nous sommes en fait dans le Colorado, oui, mais de Provence, dans le Colorado de Rustrel, juste à côté de Roussillon, voilà. Et en fait, il s'agit d'anciennes. C'est pas un paysage. Alors, ce sont des couleurs naturelles, mais c'est pas un paysage naturel. Ce sont des anciennes carrières d'extraction d'ocre, en fait. Ouais, c'est ça, ok. Du 19e siècle. On se servait de ces pigments justement pour des teintures. Mais il y a quand même des endroits où ça a été sculpté par le vent avec des trucs Oui, assez bien incroyables. bien sûr, ouais. Ouais. Et c'est absolument magnifique comme endroit, ouais. Donc il y a ça à Rustrel, il y a ça à Roussillon aussi. Oui. Et il y a d'autres endroits comme ça, des canyons rouges. Il y a un endroit plusieurs, vers le lac Moi, de j'en ai croisé certains sur ma route aussi. Ouais. Mais c'est bluffant parce que tu sais où c'est et tu sais donner le nom des patelins à côté. Oui, bah oui. Oui. Mais moi, je suis passionné, quoi, en fait. Ouais. Vraiment, c'est le... Alors, J'aime on beaucoup ce continue. Je te dirais On forcément une chose continue. différente dès que je vais Alors. perdre. Après, s'il y a un truc qui me dit moins, c'est forcément que... Attends, je regarde que parce c'est que pas en France. j'essaye de rester un peu dans le même niveau, mais je pense qu'on va passer le niveau d'au-dessus. Ah non, si, pour toi, encore un facile. Ok. Pour toi, encore un facile. Après, on va passer le niveau 2. Donc un magnifique paysage de montagne, très verdoyant, avec des herbes grasses, mais qui ne font pas du tout penser à celles qu'on peut trouver en France métropolitaine. Ce qui me fait donc penser naturellement à un dom-tom. En fait, ce qui est génial, c'est que moi, j'aime énormément observer les gens, tu vois, qui goûtent du vin à l'aveugle. Et je me demande comment ils font. Et en fait, je fais exactement pareil avec les... Je suis très fier de moi. Non, c'est la Réunion. Je pense qu'on est en plein cœur du cirque de Mafat, je pense. Exactement. Et le piton au milieu, c'est le piton d'Anchin, justement. C'est magnifique comme région. Vraiment, la dom-tom, la Réunion comme dom-tom, c'est Oui. c'est le seul dom-tom que j'ai exploré pour l'instant. C'est l'année dernière. Donc pour moi, c'est le plus beau. Oui. Ouais. Oui. Mais ça, au niveau des... Moi, j'ai eu la chance d'aller en Martinique en début d'année. Ouais. Il y a des paysages qui sont splendides, mais c'est pas aussi brutalement sauvage que la Réunion. Ouais. Je suis pas non, mais l'Orient, je vois au paysage, c'est- mais... La Réunion, c'est quand même une île à part, hein, moi, je Ouais, trouve. ça morce loin. Ouais. Alors, maintenant, on passe au niveau 2. Allez. Niveau 2. Niveau 2. Ah, bah ça, c'est facile. Ça, c'est les... Alors, ça, c'est... Non, mais là, ça On me pourrait- vexe, là. Alors, on est sur un banc de sable très blanc comme la neige, avec des eaux turquoises. On a même l'impression qu'il y a des coraux, mais c'est pas forcément des coraux. Mais là, on est en Polynésie française, c'est pas on est possible. en Polynésie française. Et encore, si j'avais dit Polynésie française, c'est la France, mais c'est encore plus la France que la Polynésie française. C'est-à-dire que là, on est vraiment en France métropolitaine. Je pense que c'est l'archipel des Glénans. Voilà, avec des bancs de sable magnifiques. Et effectivement, j'ai eu la chance de faire un petit peu de kayak de mer là-dedans. Et en fait, la C'est Bretagne, incroyable. il y a un peu de Polynésie française en Alors, Bretagne. Ouais. l'eau, elle est pas à 25. En revanche, l'eau est à 14. Non, mais c'est bien, c'est vivifiant, tu vois. Ça forge le caractère. Mais Demande c'est aux vrai que Bretons c'est- si ça les dérange de se baigner dans 14 degrés. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ok, ça. Tac. Ah, bon, bah alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est sur un paysage de montagne avec des très très belles montagnes assez escarpées en fond, avec un lac qui reflète en fait toute cette crête de montagne, des très belles forêts un peu éparses. Ça pourrait être, oui, ça pourrait totalement être en France. Dites-nous en commentaire hein, si vous trouvez les noms des Ça pourrait endroits. totalement avant être Antoine. en France, ouais. Ça pourrait être soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées, mais j'aurais plutôt tendance à dire les Pyrénées. Non, c'est les Alpes. C'est les Alpes, ok. Oui. Est-ce que c'est dans le Mercantour? Ouais, c'est plutôt le sud des Alpes. Ouais, ok. T'as le nom du lac ou pas?
Je crois pas que j'ai le nom du lac. Non. Ok. Celui-là, je l'ai pas. C'est le lac d'Alos. Lac d'Alos. Ah, Et en magnifique. fait, je l'ai sélectionné parce qu'il Ouais. il me fait vraiment penser à un paysage des Rocheuses, Ouais, avec une Ouais. espèce de lac canadien, un truc assez incroyable. super. Mais j'ai encore jamais eu la chance d'y aller sur le lac d'Alos, mais cette photo est très très belle. Ouais, ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Ouais. Alors, pour rester dans les trucs qui nous font penser au Canada. Ok. Ah, c'est sympa ça. Alors, on est sur un paysage d'hiver avec des lacs et des taches de neige, mais en fait, c'est pas des taches, c'est des tourbières, je pense. Et je pense qu'on est en Alsace Alors, est-ce que tu peux ou dans les m'expliquer ce que Vosges. c'est une tourbière, s'il Alors, te plaît? une tourbière, c'est une tourbière. En gros, c'est un écosystème, c'est une sorte de zone humide où c'est un mélange de terre et d'eau, de terre un peu en décomposition. On extrayait la tourbe dans le passé parce que ça avait une haute teneur calorifique. En fait, on s'en servait pour se chauffer, en fait, tout simplement. La tourbe qui contenait un petit peu de minéraux et tout. Je ne saurais pas très bien expliquer comment c'est. Une fois que ça sèche, Ouais. tu peux en faire des briques et les brûler, justement. Donc voilà, ça remplaçait des bûches de bois. Donc là, ce paysage très blanc, très, très polaire, ouais, on pourrait avoir l'impression d'être dans le Grand Nord canadien. Je pense qu'on est plutôt dans les Vosges, parce que j'ai vraiment vu en fait ce genre de paysage. Ça pourrait être le lac de Lispach, je ne sais pas comment on prononce. Sinon, quelque part dans les Vosges, ça pourrait être Pas la bonne région. l'Alsace. C'est pas la bonne région. C'est pas la bonne région? pas la bonne C'est région. ni les Vosges ni l'Alsace? Non, Ah, ça peut être le Jura alors, du coup? non plus. Non plus? Bah, c'est peut-être pas en France alors, tout simplement. Si, c'est en France. Si, c'est en France? Où est-ce que ça pourrait être? Essaye de deviner la région. Attends, si t'y si, ça pourrait être dans le centre. arrives. Ouais. Ouais, complètement C'est dans le l'Auvergne. centre. Ouais. En fait, c'est le paysage enneigé qui est ou dans trompeur. le... Ouais. Effectivement, ouais. Mais ouais, je pense que... ouais, C'est je pense l'Auvergne. que- Ouais, Auvergne, ouais, du côté du Sancy, peut-être... Ouais. C'est le lac Pavin. Ah ouais, lac Pavin. Ça, on m'en a déjà parlé, mais pareil, je l'ai encore jamais vu. Donc, Ok. ok. Allez, ça, je te fais découvrir des trucs là, je suis Ouais, hyper ouais, fier. pas mal, J'ai pas bien mal. préparé mon truc. Lac d'Alos et lac Pavin. Alors, on continue avec un truc. Ouh. Alors, je l'aime beaucoup celle-là. C'est une très belle photo. Ok. Elle a été retravaillée, mais ça donne une ambiance et bon courage pour trouver. Ah, c'est stylé. Donc, on a un paysage vraiment désertique parce qu'il y a un arbre mort en premier plan avec le soleil couchant Ça te au fait loin. moi, ça me fait penser au Highland. Ah bah là, oui. Ouais, Highland et puis il y a un grand lac. Ouais, et puis encore, ça pourrait être très australien aussi comme paysage tellement... Ah là, pour le coup, là, tu me poses une colle. Ouais. Là, tu me poses Moi, j'ai une vraie découvert colle. ça. J'ai découvert ça. Je fais waouh. Ça pourrait être, je sais pas, ouais, ça pourrait être... Ouais, pour moi, c'est encore une région dans le centre, hein, je pense. Non, hein. même pas. Même pas? Même pas. C'est Je suis la en train de le France coincer. C'est la France ou pas? C'est la France. C'est la France, Enfin, ça? pour certains, c'est pas la France, mais, Ah, mais non, si, c'est la alors France. c'est quoi? C'est la Corse, c'est la Bretagne. Ah non, c'est la Bretagne, ça doit être les Monts d'Arrée en Bretagne, ça. Ouais, Ah, c'est les yes. Monts d'Arrée en Bretagne. Ouais, ok. Bien joué. Bien joué. Celui-là, il est dur. Hein. Les Monts d'Arrêt, je connaissais pas du tout. Et quand j'ai Ouais, bah, découvert le ça. massif armoricain, c'est l'un des plus vieux massifs montagneux français. Ouais. Ah, ça c'est joli ça. On est sur des gros rochers qui font penser un peu aux Seychelles. Ça pourrait être un paysage des Seychelles. Il y a une mer turquoise, ces gros rochers calcaires blancs très striés. Et puis très voluptueux, en fait, très généreux dans leur forme. Avec une espèce de pin palmier. Avec une espèce de pin, etc. Ouais. Exactement. Il y a plusieurs options. Ça pourrait très bien être en Bretagne, ça pourrait très bien être en Corse aussi ou sur la Côte d'Azur. Là, franchement, j'ai pas. C'est la réponse que je te donne. C'est la Corse. J'arriverai pas à trancher. Ok, d'accord. Parce que C'est la Corse. je sais qu'il y a le même genre de rocher en Bretagne, mais Corse, ouais. D'ailleurs, peut-être plus pour la végétation. Ouais. Ouais. Non, ça c'est magnifique. Mais donne envie d'aller, hein. j'ai déjà été aux Seychelles et Et c'est un peu, c'est le truc de là-bas un peu. mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Trop stylé. C'est pareil. C'est fou c'est pareil. la diversité de paysages qu'on Ouais, a. ouais, c'est- mais on a tout. La France est un microcosme. Hein. Enfin, Ouais. c'est fantastique. Et c'est pour ça que j'aime autant voyager en France. Alors, Jamais rassasié. dernier. Dernier, oh bah là, il y a un très beau château, château médiéval, hein, avec, sur des falaises, avec des beaux sapins. En plus, Antoine décrit très bien les paysages. Je pense que ça pourrait être...
Ouais, j'ai envie de dire la Dordogne parce que je me planterais pas trop au vu de la Non, c'est pas ça. Dordogne ou non, c'est pas la C'est Dordogne. pas la Dordogne. C'est beaucoup plus au nord. Ouais. Alors ça sera en Alsace? Pas très loin. Non, pas loin. Mm. Les Vosges? Non. Même pas. Tic 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 tic. Enfin, si, attends, il faut. Si. Attends, je dis non, mais. Parce que- Je dis non. Bah, si, c'est pas très loin des Vosges, quoi. C'est pas très loin des Alsace, pas très loin des Vosges. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas, c'est On toujours a en France, hein. Axel, notre caméraman, qui essaie de deviner parce qu'il est alsacien, donc. Mais, Ouais, je sais pas. Non, bah ouais, plus au sud du coup, Légèrement vers, plus au vers sud, Belfort, Montbéliard et tout. ouais, plutôt. Dans le Jura? Ouais, c'est le Jura, c'est le Ah, mais Nord c'est Jura. pas. Ah, mais attends, c'est pas la citadelle de Besançon, ça? C'est pas un truc du Non. style, non? Non. Euh, C'est dans le coin, mais C'est Vauban, ça, c'est un édifice de Vauban, ça? Ah bah, non, c'est antérieur à Vauban, ça. C'est antérieur? Ouais. Ouais, bah après, l'architecture, c'est moins mon fort, mais. C'est le château de Joux. D'accord, J-O-U-X. dans le Jura. Ok, Ouais. très bien. Au nord Mais du Jura. là, ça, on pourrait. Au début, tu vois, je pensais que tu montrais un truc en Allemagne, tu vois, quand je t'ai proposé Vosges ou Alsace, et que tu m'as dit, ouais, c'est dans le coin, je me suis dit, ça se trouve, on a basculé de l'autre côté du Rhin. Non, c'est Et, vraiment, c'est toujours la France. D'accord, ouais. Non, bah magnifique. Magnifique. Mais donc voilà. Superbe. Comme quoi, donc toutes les images, c'était bien évidemment la France. J'ai fait exprès, Antoine l'avait deviné. Hein. Mais l'idée, c'était justement de montrer de manière un peu interactive Ouais. la diversité des paysages français. Non, mais c'est dingue. Et même là, tu vois, il y a des photos que même moi, je soupçonnais pas, tu vois. Oui. Ta photo dans les Monts d'Arrée, je pense que Elle est incroyable. c'est celle qui m'a le plus bluffé. Tu vois. Oui, Je te dis vraiment, quelle beauté, quoi. oui. Qu'est-ce que c'est beau. Euh, Faut que j'y aille. il faut que. Que j'y aille. Non, Ah oui, t'inquiète, dans les Monts d'Arrêt. Attends, C'est le mec hyper mal poli. Bah, salut les gars, je me casse. Ah là là. Ouais, si, moi j'ai quand même, du coup, par rapport à ça, par rapport à la diversité des paysages de France, moi j'ai vraiment, j'ai eu de véritables, sur mon Tour de France des cathédrales, moments d'exaltation, Oui. de bonheur Ah bah, immense je suis ravi que t'en parles. face au paysage. Est-ce que t'as pleuré? Oui, j'ai pleuré. C'est vrai? J'ai déjà pleuré devant C'est les moi qui paysages. veux poser 2-3 questions. Là. Devant lesquelles? Vraiment, t'as vraiment versé des larmes Ouais. Oui. devant des paysages. Donc t'as Ouais, été ouais. touché par la beauté, même par le sublime, dans tout ce que ça comporte de transcendantal. Mais même pas forcément. Même pas forcément pendant mes grosses aventures, etc. Et même simplement quand je pars en vacances. Plusieurs fois, moi je suis assez de la mer. Je suis un gars de la mer. J'ai besoin de vivre à côté de la mer. C'est toi qui me disais. Il y a les gars de la mer et les gars de la montagne. Exactement. Moi Ouais. je suis un gars de la mer. Moi je suis un gars de la montagne. Et, Bagarre. On va faire la baston. Vas-y, La vas-y. bagarre. La bagarre. La bagarre. Bon, je suis sûr que tu me mets une latte, mais bon. On organisera l'octogone pour Voilà, une c'est vidéo. ça. Ouais. J'invite Grand Gaulois et tu prends qui tu veux. On a le droit de choisir nos soldats. Ouais, ouais. Je choisis BSD. Non, ok, d'accord, c'est bon. J'ai dit en premier. Vas-y. Non, et ça m'est déjà arrivé de pleurer devant simplement une côte vendéenne, une côte bretonne. Ouais. Mais je me souviens avoir eu des véritables moments d'exaltation dans les Alpes, en Provence, dans des paysages provençaux qui sont absolument sublimes. D'avoir aussi en Normandie, sur certaines falaises de Normandie, waouh, il y a des trucs. Ouais. Et puis ouais. Ouais, non, vraiment, j'ai. Et donc, moi, du coup, la question que je voulais te poser, c'est que. Ça y est, on l'a perdu. Ouais, tu m'as Je l'ai lancé dans emmené le truc, loin, là, ça je y l'ai est. emmené Je suis par la reparti dans ma pensée tête, en voyage en France. Là. C'est. Toi, tu as fait ce genre d'expérience aussi, Ouais. très sensible, de beauté. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie vraiment que les gens expérimentent pour eux aussi? Ouais. Bah oui, parce que ça fait tellement de bien, en fait, au-delà de l'esprit à l'âme, tu vois. L'âme, c'est vraiment cette petite flamme qui vacille, en fait, qui brûle en toi de manière perpétuelle. Mais c'est important de l'alimenter, en fait. De la même manière que, en fait, tu vas pas donner n'importe quelle nourriture à ton corps pour qu'il fonctionne parfaitement. Si tu te nourris que de McDo, si tu veux, ton corps, au bout d'un moment, tu vois, il te dit fuck. Oui. Si tu passes ton temps, si tu veux, en ville, dans le goudron, entre des trucs moches, ça le fait pas non plus. Ton âme et ton esprit, en fait, c'est exactement comme ton corps. C'est quelque chose qui doit s'entretenir quotidiennement. Comment tu fais pour entretenir ton âme et ton esprit? Ton esprit, bon, bah, il faut le stimuler intellectuellement, la lecture, la culture, etc. etc. L'âme, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il faut rechercher le beau.
mais le beau avec un B majuscule. Pas le beau, croiser un beau mec ou une belle meuf dans la rue, tu vois. Vraiment, le beau dans ce que ça comporte de transcendantal, dans le sens où c'est même le sublime. Toi, il me semble que tu as fait un peu une fac de philo, non? Ouais. Donc tu devrais savoir en fait la différence entre le beau et le sublime. Le beau, c'est quelque chose de purement esthétique, mais dans le sublime, il y a presque quelque chose de douloureux en fait, qui te touche intérieurement parce que ça comporte quelque chose de trop beau, de trop grand en fait, justement. C'est ça en fait qu'il faut rechercher quotidiennement. Ouais. En philosophie, c'est le moment, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Ouais. En fait, c'est justement le moment où il y a une jouissance, mais une véritable, aussi forte, voire plus forte que la jouissance physique, mais une véritable jouissance intellectuelle Mm. et de l'âme face à une beauté ou vérité que tu es en train de contempler. Ouais. Et c'est effectivement moi ce qui me nourrit beaucoup et je pense que notre époque aujourd'hui a complètement oublié qu'il existe ce bonheur-là, Ouais. qui est bien plus fort que tous les autres bonheurs qui existent sur Terre. Mais c'est hyper important. Donc effectivement, tu vois, moi quand je pars en France, je vais chercher ça en fait. Parce que au-delà de vouloir découvrir des paysages, je pars toujours en quête d'émerveillement et de contemplation. Et il n'y a pas un seul paysage pour l'instant en France, il n'y a pas une seule région qui n'a pas su me mettre en fait ce sentiment d'émotion, etc. Il n'y a pas besoin forcément de partir, tu vois, en Corse ou quoi que ce soit, hein. Ces moments d'exaltation, de pur émerveillement, je les ai vécus aussi en Picardie, dans le Nord, etc., qui ne sont pas forcément des régions très attendues, si tu veux. Et même à Paris. Et Tu me même, disais, tu me ouais, et même racontais à à Paris, Paris, en fait, de ouais. temps en temps, tu vois. Enfin, moi, Ouais. je suis quelqu'un qui, jusqu'alors, a toujours très mal vécu sa vie à Paris parce que je m'y sens enfermé et je trouve que tout va toujours trop vite, etc. Et de plus en plus, en fait, j'arrive à importer ce mode de vie, d'émerveillement, de quête et d'amélioration de l'esprit, en fait, que je trouve dans la nature. J'arrive à l'importer à Paris, tu vois. Mm. Donc, C'est très beau ce que tu nous dis du coup sur le mot. ouais. Mais moi je trouve qu'il y a une condition à ça, c'est le fait d'être libre. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu es quelqu'un de profondément libre. Est-ce Ouais. que tu peux me donner ta Ah oui, tu définition? trouves? Oui. Ah oui, oui. Tu trouves? Est-ce que tu peux me... Il y a Ouais, plusieurs choses qui me quand je poussent à dire passe ça. une heure à scroller sur Insta, j'ai vraiment pas l'impression d'être Alors, libre, mais Alors ça, mais c'est une ouais, autre question qui me viendra, Ouais. que je te poserai après, par rapport à ça. Mais quelle est justement pour toi ta définition de la liberté et ta manière de rester libre justement malgré tout? Malgré l'enfermement à Paris donc, que tu décris, etc. c'est très difficile de définir la liberté, hein, je pense. J'y arriverai pas là, comme ça. Moi, Alors comment tu fais pour la vivre? comment je fais pour la vivre, en fait, euh, je veux vraiment faire ce que j'aime, en fait. Et là, je te parle pas d'un caprice de gamin qui dit je veux faire que de la rando, donc je fais que de la rando, et puis ma déclaration d'impôt, en fait, je vais pas la faire, tu vois. Évidemment que, en fait, je passe énormément de temps aussi à faire de l'administratif, à faire des trucs que j'aime moins. Mais, en fait, je décide de consacrer du temps dans ce qui me passionne et dans ce qui me dépasse. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la liberté, dans le sens où la liberté, c'est vraiment quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose qu'on va chercher. Tu peux pas simplement dire que tu es libre parce que tu décides de t'envoyer un énorme pot de glace à 15 heures. C'est pas ça la liberté. La liberté, pour moi, c'est quelque chose qui se gagne et qui se mérite. Tu vois, on en revient là à cette dimension d'effort et d'aller chercher quelque chose. Donc moi, je me sens vraiment libre, effectivement, quand je décide de partir, en fait, à l'aventure, quand je décide, quand je suis en pleine possession de mon libre arbitre et que je me dis, bah en fait, il n'y a rien qui m'empêche de dormir ici ce soir, il n'y a rien qui m'empêche de faire ci ou de faire ça. Et voilà, et d'aller jusqu'à l'aboutissement de ça. J'essaye, si tu veux, de pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin. Dernièrement, à Paris, je suis allé dormir sur un toit de Paris, voilà. Essayer de planter un petit bivouac face au Panthéon. Ouais, c'était face au Panthéon. Ouais. Exactement. J'ai pas passé toute la nuit là-bas, mais c'était magnifique. Et aller chercher un petit peu cette liberté-là. Alors là, je te parle d'exemples très concrets, mais accéder à ta liberté, ça passe vraiment dans le sens où il faut que tu écoutes tes besoins fondamentaux et que Et de temps en temps, ça fait du bien de tu décides de transgresser les aussi un peu. respecter. Oui, évidemment, tu vois. Donc, Ouais. mais Typiquement, justement, transgresser, on s'entend bien sur ce que je veux dire par là, dans le sens où on te dit de faire ça, il faut que tu bosses pour gagner ta vie, machin, etc. En fait, à un moment, il faut aussi être indulgent avec soi-même, il faut aussi savoir péter un câble.
Ouais. Et je le dis parce que tu l'as fait récemment aussi, savoir Ouais. péter un câble et partir en fait vivre une expérience de rupture. C'est Brel qui disait Tu un vois. homme normal a besoin de foutre le camp. Tu vois. Exactement. J'adore en Ouais. plus comme il le prononce. Tu vois, il dit un homme normal a besoin de foutre le camp. C'est ça, oui. En fait, il faut être pour être libre. En fait, il faut être attentif à ce que tu ressens et il faut vibrer. Je pense que c'est ça. C'est peut-être un peu abstrait comme définition, mais il faut vibrer avec tes besoins fondamentaux. Mais donc il y a un truc paradoxal malgré tout. Il y a un truc paradoxal, c'est que tu es donc explorateur aventurier. Les deux termes disent un peu Ouais. chacun leur truc, mais chez toi il y a ces deux dimensions, je trouve. Ouais. Mais tu es aussi parisien et influenceur. Ouais. Est-ce qu'il y a une Ouais. opposition entre ces deux vies? Ouais. Comment tu fais pour la vivre? Est-ce que pour toi c'est une question d'équilibre? Est-ce que c'est complètement compatible? J'y ai longtemps vu une opposition, mais je pense qu'il y avait un peu un manque de maturité de ma part là-dessus, tu vois. C'est-à-dire? J'y ai vu une opposition dans le sens où en fait, j'arrivais pas à être heureux quand je revenais à Paris. Les moments de grande joie, de grand bonheur étaient uniquement, si tu veux, en nature, quand j'étais tout seul, quand je me retrouvais, si tu veux, dans des paysages complètement perdus, limite un petit peu dans la merde, tu vois, avec une tente qui s'envole, avec de la pluie, avec de la neige jusqu'aux cuisses, etc. Et en fait, j'arrivais pas à être heureux quand je revenais à Paris, parce que en fait, pour moi, le bonheur était ailleurs et j'arrivais pas à le voir à proximité, si tu veux. Récemment, j'ai appris, en fait, par les épreuves de la vie, si tu veux, à essayer de déporter cet émerveillement aussi dans mon quotidien et à pas porter cet émerveillement uniquement dans les choses naturelles, mais aussi, par exemple, m'émerveiller devant des comportements, devant des personnes, devant des personnalités et devant des scènes de vie au quotidien, tu vois. Et mon regard s'est ouvert très récemment là-dessus, tu vois. Ça fait à peine quelques mois que d'un coup, en fait, je sens que j'ai besoin de vivre à Paris j'ai besoin de vivre en ville pour tout ce que la ville m'apporte, autant que j'ai besoin de foutre le camp, comme disait Brel, et de me barrer régulièrement. Tu vois. Je vais avoir besoin de ce juste milieu, justement. Donc, c'est pas incompatible. Un grand exemple qu'on pourrait citer, même plusieurs, même, hein, mais les Tesson, les Yann Arthus Bertrand et compagnie, c'est que des mecs qui habitent en ville. Et qui pourtant en fait ont un attachement viscéral en fait à la nature, à l'aventure, à l'exploration et à cette volonté de foutre le camp, tu vois. Chez Tesson, j'ai un peu cette impression-là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, qui la recherche, qui la vit, qui la décrit. Et en faisant ça, il cherche la reconnaissance. Et donc la rencontre avec les gens. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça que je sens. Est-ce que c'est pareil chez toi ou pas? Est-ce que tu as un peu un besoin de reconnaissance? Ouais, il y a oui, non, complètement. De toute façon, tu fais pas un métier où tu es face à la caméra ou où tu parles publiquement s'il n'y a pas derrière un besoin de reconnaissance. Je pense forcément que même si tu as l'impression qu'il n'y en a pas, en creusant un petit peu, je suis sûr qu'au bout d'un moment, il y a un truc. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Oui, J'ai oui. pas honte du tout de le dire, tu vois. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de validation, il y a un besoin de montrer aussi ce que j'aime faire. Il y a un besoin de m'exprimer publiquement. C'est quelque chose que j'aime énormément faire, prendre la parole en public, transmettre tout ce que j'aime, etc. Et voilà, maintenant chez Tesson, je ne sais pas s'il y a ce même besoin-là, parce que lui, il est quand même plus en retrait. Le mec, c'est quand même un animal sauvage. Hein. Il vit son téléphone portable. Oui, mais et puis il écrit des bouquins, tu vois. Il ne fait pas des stories comme nous sur Instagram. Oui, mais il est cette génération. Je pense que Tesson, il aurait notre âge, il serait pareil. Hein. Oui, peut-être. Ouais. Je pense. Ouais, hein. Peut-être, ouais. C'est mon analyse. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément incompatible. Mais c'est vrai que ce fil entre, bah oui, je suis influenceur sur les réseaux sociaux et en même temps, je prône un mode de vie plus déconnecté, etc. En fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le média pour faire passer les messages, en fait, si tu veux. Ouais, il y a 20 ans, 30 ans, c'était la télé. Avant, c'était les journaux. Avant, c'était les livres. Avant, c'était les troubadours, si tu veux. Voilà. Bon, bah, nous, en fait, au bout d'un moment, il faut accepter de vivre avec son temps. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter en fait tout ce qui est traditionnel. Tu vois, on a tous les deux écrit des livres, donc c'est bien en fait de faire vivre ça. Ouais, le tien est juste à côté de ta tête. D'ailleurs, c'est très sympa chez toi. C'est carrément cool, chez moi. Ouais. Mais voilà, non, pour moi c'est pas
c'est pas incompatible en fait, justement. Le fait d'être sur les réseaux et en même temps de... Parce que c'est comme ça que je transmets en fait ce mode de vie. Ok. Avant de parler de ton livre et de terminer sur tes actuels et futurs projets, j'ai une autre réflexion que j'ai envie d'avoir avec toi parce que tu es un témoin, on va dire, à force justement de voyager, d'explorer, de vivre les paysages, la nature française. Ouais. Tu es un témoin de ce qui s'y passe vraiment. Ouais. Et donc, on peut considérer que tu as... Attends, je peux me mettre comme chez moi là? Vas-y. Voilà, c'est bon. Parfait. Ah, tu fais ça, toi? Ouais. Je mets les pieds sur les chaussures. Je mets les pieds sur les chaussettes. Pourquoi? Parce que t'es pas assez souple. Bah, vas-y, teste. Mais en 2 secondes, j'ai Mais déformé dans les jambes. t'as vu la taille de tes cannes? Toi, tu ferais un super marcheur en vrai. Ah, mais je marche, j'adore marcher. Ah bah, C'est horrible. Là, tu vois, j'ai on déjà va mal travailler ici. ta mobilité. J'ai déjà mal On va ici. faire des petits exos de mobilité, toi et moi. Non, c'est du coup, je pense qu'on peut considérer aujourd'hui que tu es un de ceux qui peut avoir une parole légitime sur un sujet tel que l'écologie. Oui. Alors, Ah. pourquoi je dis ça? Mais j'étais persuadé qu'on allait parler de ça, tu vois. Eh ben, en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui sur l'écologie, c'est un gros mouvement de pensée, un gros mouvement économique, en fait, sur tous les... C'est surtout, surtout en fait, politique aujourd'hui, l'écologie. pensée, oui, mais pensée sociale, économique, politique, tout. En fait, Ouais, l'écologie est partout et elle définit notre façon de raisonner même, notre façon d'envisager la vie, tout ça. Je suis un peu mal à l'aise avec ça, je dois reconnaître, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a une idéologie, je suis mal à l'aise. Mais en faisant mon tour de France des cathédrales, j'ai effectivement observé des choses déséquilibrées dans la nature. Et je vais te partager certains exemples précis, tu vas me dire si toi aussi ça te met à l'aise. Une autoroute qui a été percée toute droite dans le paysage de France, qui traverse des collines entières, qui sépare des portions de territoire entier, des champs, quand tu regardes du dessus, qui auraient dû être ensemble, qui traverse des rivières, des machins. Ça m'a surtout marqué en Provence. Il y a vraiment, ils ont coupé la colline. La Provence, c'est terrible pour ça. Tu vois Kars. Bah oui, non mais très bien, mais Kars. c'est l'une des plus belles régions de France et en matière en matière de bétonisation et d'infrastructure, enfin je sais pas comment on appelle ça, d'aménagement du territoire, c'est foiré total. Et en fait, genre, vraiment. Pour terminer ma réflexion, donc tu vois, tu regardes les autoroutes qui tracent au droite, et à côté de ça, tu observes une petite route des Pyrénées ou des Alpes. Tu sens, elle est là depuis 1500 ans, la petite route. Oui, puis elle suit toujours une rivière. Elle sillonne, ouais. Elle est là, on la voit, mais elle n'est pas moche et elle ne nous choque pas. Pourquoi une autoroute ou une départementale ou quoi que ce soit me choque? Et pourquoi une petite route sinueuse comme ça me choque pas? Mais parce que la route sinueuse, justement, elle épouse le paysage. Exactement. Elle cherche pas à le transformer. Et l'autoroute, donc en fait, c'est quoi voilà, elle est pas là en fait elle est pas là pour chercher le rendement et la productivité. L'autoroute est là pour ça en fait, si tu veux. C'est la ligne droite, c'est le point le plus direct entre un point A et un point B, sans obstacle, sans aucune perturbation. C'est le rendement, la productivité, la rapidité, en fait tout ce qui est prôné aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Alors que cette petite route qui est sinueuse, qui est très belle justement, d'ailleurs il y a des routes qui sont magnifiques, elle cherche pas ça en fait, si tu veux. Forcément tu vas passer beaucoup plus de temps dans ta voiture sur cette petite route que sur cette autoroute. Moi l'impression que ça me fait, c'est que la petite route de montagne sinueuse, l'homme n'a pas cherché à s'imposer sur la nature, mais il a cherché à faire avec la nature. L'autoroute, c'est l'homme qui s'est imposé. Il a plaqué son modèle sur la nature. Tu perces des trous dans les montagnes, tu rases les forêts, tu fais les... Ma réflexion, et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça et de quelle manière tu peux illustrer, c'est est-ce que finalement la véritable question derrière l'écologie, c'est la question de nous, comment on envisage notre relation avec la nature et quelle est notre place, notre véritable place sur la nature. Est-ce qu'on est là pour la dominer ou est-ce qu'on est là pour l'éduquer et qu'elle nous éduque aussi? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Moi, je pense que... Parce qu'au bout d'un moment, l'homme, au bout d'un moment, il a besoin de vivre aussi. Là, c'est vraiment philo. Là, on est reparti pour 2 heures. Oui, non, mais en fait, un autre exemple de cette réflexion. Il y a des paysages en France qu'on dit naturels, mais en fait, au sens strict, ils n'ont
plus rien de naturel. Nickel. Ils ont été complètement... Tu prends, je sais pas, un paysage vendéen, Ah oui. un paysage... tu vois, moi je suis vendéen, Oui, je vois bien ça. Là où il y a Tout- tous les champs, avant tout- il y avait de la forêt, tu Mais veux ça dire. fait Ouais. 2000 ans que l'homme l'aménage, ça Oui, fait oui, 2000 oui. ans que l'homme le façonne. Mm. Pourtant, on dit que ça reste naturel, alors qu'en fait, tout est artificiel. Enfin, les haies, elles ont été dessinées par l'homme, les cours Ouais. d'eau même, ils ont été dessinés même par l'homme, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, est-ce que, ça tu vas peut-être pouvoir me répondre parce que pour le coup, j'ai pas la réponse, mais est-ce que il y a encore des paysages en France qui sont vraiment vierges de la main de l'homme? Oui, oui, il y en a. Il y en a vraiment, mais il faut les chercher. Mais il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et la question, c'est de savoir si tu communiques dessus ou pas. Ah oui, Ouais, parce que... t'as pas envie de les faire connaître? Non, non, mais il y en a qui sont très connus. Le Vercors, par exemple, c'est l'une des plus vastes réserves naturelles de France, les hauts plateaux du Vercors. Donc, c'est des paysages vraiment où il n'y a aucune route, aucune habitation, aucun village. Tu as la limite de 3 cabanes de bergers qui ponctuent les plateaux. Mais le reste, c'est vraiment un paysage relativement vierge en fait, de toute empreinte humaine. Donc, tu as encore ces paysages-là. Le truc, c'est que la France, c'est quand même un territoire relativement petit. C'est que 1000 km entre l'extrême nord et l'extrême sud. Et donc voilà, du fait qu'on ait un territoire relativement petit, c'est vrai que les paysages complètement vierges d'empreintes humaines, bah, il y en a relativement peu, en fait, finalement. Je pense que tu as encore des endroits, principalement en haute montagne, où l'homme n'arrive pas, en fait. Pourquoi l'homme ne modifie pas certains paysages? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt économique, ou il n'y arrive pas, en fait, tout simplement à se... Il n'y voit aucun intérêt, en fait, si tu veux, dans ce genre de paysage. Quand tu vas en haute montagne, à plus de 3000 mètres d'altitude, dans une zone où il n'y a que de la caillasse, que de la rocaille, etc. Forcément, c'est vierge, en fait, de toute trace humaine. Mais parce que l'homme n'a aucun intérêt à s'y installer. Quoique, encore, si ça se trouve, d'ici, avec la crise de logement et tout, on n'est jamais à l'abri de construire un jour une barre HLM, je sais pas où, à 3000 mètres d'altitude, si tu veux. Mais finalement, tu vois, la réflexion justement sur... Ça rejoint ma question, pardon, je suis un peu lobotomisé par ça, mais c'est la réflexion sur l'écologie. Oui. Justement, le principe de l'écologie, c'est qu'il faut arrêter de construire des barres HLM. Ah bah oui, non, mais ça, oui, Tu vois. c'est évident. Mais bon, déjà, moi, je pense que l'écologie, il faut vivre, pour savoir ce que c'est que l'écologie, il faut vivre vraiment dans la nature, si tu veux. Moi, il y a rien de... Enfin, ce qui m'horripile le plus, c'est ceux qui vont souvent aux manifestations sur l'écologie en ville, qui vivent en ville, qui vont manifester avec des pancartes bouffe-moi là, pas le climat, tu vois. Ouais. Et puis ensuite qui vont consommer un grand Starbucks, si tu veux, sauce au sucre, supplément sucré au sucre, si tu veux, voilà. Et qui derrière, en fait, vont aller expliquer, si tu veux, à un paysan que, bah non, il faut pas qu'il nourrisse ses vaches comme ça, parce que, puis de toute façon, ces vaches, elles polluent, machin truc. Pour comprendre l'écologie, il faut vivre dans la nature. D'ailleurs, écologie, étymologiquement, ça veut dire la science du foyer, comprendre ton environnement, en fait. Et donc, tu peux pas comprendre ton environnement si tu ne côtoies pas cet environnement, tout simplement. Donc, toutes les personnes, si tu veux, qui vont manifester place de la République pour l'écologie, etc., sans avoir jamais mis un pied à la campagne, déjà, là, pour moi, il y a un problème. Ces personnes-là, moi, j'aimerais leur dire, bah, venez, on va vivre en campagne, on va voir un petit peu comment faire pousser des tomates, et ensuite, on va voir comment on peut améliorer les choses, si tu veux. Et effectivement, l'écologie, c'est quand même, pour moi, un sujet majeur, dans le sens où, moi, de ce que je remarque, en fait, si tu veux, dans mes pérégrinations en France, on m'a souvent demandé si je faisais ça par démarche écologique. Ah ouais, mais du coup, tu voyages en France parce que tu n'as plus envie de prendre l'avion? Bah non. Je voyage en France parce que j'aime voyager en France. Parce que j'aime découvrir ce pays. Pourquoi nécessairement ça devrait être par démarche écologique que je voyage en France? Non, je voyage en France justement parce que c'est important de voyager dans notre pays, de le connaître. Et pourquoi c'est important? Justement pour protéger tout ce patrimoine naturel. Moi, je préfère davantage parler de patrimoine naturel que d'écologie. Parce que ce patrimoine naturel a une valeur beaucoup plus importante, si tu veux, que simplement un écosystème qui est déjà très important. Mais le patrimoine naturel détermine tous les autres patrimoines, si tu veux. Les marais de Camargue,
C'est quand même une zone, une des plus grandes zones humides de France. C'est un écosystème absolument extraordinaire. N'empêche que si cet écosystème disparaît un jour, c'est une catastrophe écologique. Mais en plus, les Camarguais sont privés de leurs terres. Donc en fait, tu as tout un déclin culturel. Parce que les Camarguais n'existent pas sans les marais de Camargue, en fait. Si tu veux. Ok. Toute la culture camarguaise, les traditions, tout ce que ça a d'historique, etc., n'aurait jamais vu le jour sans cette terre, Ouais. si tu veux. Donc faire de l'écologie, oui, c'est nécessaire, mais c'est important de comprendre en plus toute la dimension culturelle de préserver des paysages. C'est pas juste... Parce que moi, il y a un truc qui me gêne un peu dans tout ce discours finalement très humain, c'est que j'ai l'impression qu'on cherche à préserver la Terre uniquement pour nous, pour la pérennité de l'espèce humaine, si tu veux. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on fait ça pour nous et qu'on fait pas ça vraiment pour la Terre, tu vois. J'ai l'impression qu'on cherche absolument, d'une manière intéressée, encore une fois, tu vois, que l'homme cherche à protéger le milieu dans lequel lui évolue. Tu vois, la Terre, ça fait plusieurs millions d'années qu'elle existe. Avant nous, elle en a vu d'autres, et après nous, elle en verra encore d'autres, si tu veux. Il ne faut pas qu'on cherche à préserver la Terre pour nous, pour pouvoir confortablement y prospérer. Il faut qu'on la préserve pour elle dans tout ce qu'elle a de beau et dans tout ce qu'elle aura, dans tout ce qu'elle connaîtra après nous, quoi. Moi, je pense que c'est aussi surtout d'effectivement de ne pas la préserver uniquement parce que c'est notre habitat et donc on a intérêt à le sauvegarder parce qu'en fait, on a des choses à y faire, mais surtout, on a quelque chose à recevoir d'elle. Oui. Ouais, C'est ça, je pense, la disposition à avoir. C'est de se positionner, nous, en tant qu'hommes, en tant que receveurs d'un cadeau qu'elle nous fait. C'est là où on s'est planté, je pense. C'est parce qu'on a eu trop tendance à penser que tout était acquis et qu'on pouvait jouir sans entrave, tu vois, de tout ça. Et non, je pense qu'à un moment donné, la Terre, elle va avoir ras-le-bol de tout ça. Elle va nous mettre une petite claque derrière la tête. Déjà, elle commence à nous mettre des pichenettes, là, tu vois, avec des petites épidémies, tout machin, tu vois. C'est vrai. Hein. On n'est pas spécialiste, on n'est pas expert, mais bon, bref. Du tout. Ah non, on est très très loin d'être expert. Mais écoute, Antoine, j'aime beaucoup discuter avec toi. Malheureusement, le temps tourne, l'heure tourne. Ouais. J'aurais beaucoup aimé que tu nous racontes ton aventure, ton livre. Est-ce que tu peux me donner ton livre, s'il te plaît? Donc ça, c'est le livre d'Antoine, Marche au désert, sur le chemin de Saint-Guilhem, aux éditions Salvator. Donc rapidement, c'est une aventure que tu as fait pendant 10 jours où tu t'es nourri exclusivement de ce que tu trouvais sur ton chemin. Exactement. Je suis parti avec l'idée folle, en fait, de vouloir marcher 10 jours dans le sud de la France, entre les plateaux de l'Aubrac et la Méditerranée, en octobre, avec pour objectif de partir le sac vide de toute nourriture et de compter justement sur le monde du vivant pour me nourrir. Ouais. Donc ça a été assez dur parce qu'il a fallu compter uniquement sur les ressources naturelles. Pas de porte-à-porte, hein, pas de... Voilà, Génial. et c'est une belle histoire que j'ai créée là-dedans. J'ai beaucoup appris sur moi, mais sur l'environnement, sur la nature, etc. Donc, je sais même la dédicace qu'il a avec. Oui. Je recommande très chaudement cette lecture. Ça se lit très facilement. C'est très bien écrit. Et puis, à la fin, il y a 4 pages que j'ai écrites aussi. Voilà, exactement. Un peu d'autopromo ne fait jamais de mal. Un peu les deux. Voilà. Rapidement, Antoine, quel est ton projet maintenant et quels sont tes futurs projets? Alors, rapidement, écoute, on va conquérir le cinéma français, on va redresser la France. Est-ce que, parce que j'en ai pas parlé, pardon, j'ai complètement oublié de le signaler, mais Antoine a une émission sur Canal+, qui s'appelle Antoine l'Aventure, qu'on peut retrouver sur MyCanal. Oui, qu'on peut retrouver sur MyCanal. Il y a 3 saisons, c'est des saisons qui font 10 épisodes, les épisodes font 13 minutes, et le but c'est de faire découvrir la France aux enfants. Voilà, mais c'est une émission familiale, en gros. Voilà. Ouais, donc là, le but, c'est de gravir les échelons et d'arriver à faire des documentaires de plus grande ampleur et pourquoi pas des documentaires diffusables en cinéma. Tu vois, moi, j'aimerais bien être la digne relève de Jacques Perrin, donc Frédéric Foujaille et plutôt télé-cinéma. Ouais, même plus ciné que télé, quoi. Mais arriver à faire des très beaux documentaires, toujours avec cette notion d'émerveillement, de goût de l'effort, de dépassement de soi et de patrimoine naturel. Comment les gens peuvent faire pour te suivre et te soutenir? Sur Insta, sur TikTok, même si je publie quasiment jamais sur TikTok. Comment tu t'appelles sur Insta et TikTok? C'est Antoine Explore la France, tout simplement. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous, c'est très gentil, merci beaucoup. et puis voilà, je donne pas mal d'infos pour partir à l'aventure, pour des jolis coins de France à découvrir. Donc puis plus on est de fous, plus on rit.
Et peut-être qu'un jour, je ferai une rando à 160 000 personnes, tu vois, je sais pas où. L'angoisse. C'est le L'angoisse déplacement pour le d'une armée, là. surtourisme, exactement. Ouais, non, là, on est dans dans la pire configuration. Non, mais voilà, Antoine Explore la France sur TikTok, Antoine l'Aventure sur Canal+, sur MyCanal. Et voilà, et ce très très beau livre, Marche au désert. Ah oui, si, j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits en France auxquels tu es allé et que tu n'as jamais montré à personne? Parce que tu veux les garder pour toi un peu. Ben oui. Donc voilà. t'as tes petits secrets. Voilà, c'est ça. Ah oui, C'est oui. tout. Ouais, C'est oui. tout. Et si t'attendais que je te les délivre là au compte-gouttes, non. non, mais Je m'en fous, je les aurais quand même. évidemment, il y a plein d'endroits que je garde pour moi et voilà. Et je pourrais pas garder la même énergie si je montrais tout, tu vois. Donc, Ok. ouais. Bon, Antoine, il y a Bon, encore magnifique. plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi. Tu reviendras. Hein. Bah ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci d'être Quand passé. tu veux, bah ciao. Hasta luego, comme disent nos cousins d'outre-Amérique. Hasta luego. Hasta luego. Et c'est Hugo Frey qui disait ça aussi. Ah oui, si. Et ah oui, non. Une autre question. J'ai complètement oublié. C'est aujourd'hui, est-ce que tu as un très grand rêve? Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? C'est un peu, Oh, je te pose cette waouh. question parce que c'est un peu le gimmick de fin que je poserai à tous mes invités. C'est quoi mon plus grand rêve? Oui. Ah, ça va être assez égoïste, mais j'ai très envie de découvrir l'archipel des Kerguelen. Voilà. Ah Donc oui, c'est pas du tout un rêve pour le bien de l'humanité ou quoi. Euh, non, là, je te le dis comme ça, l'un des endroits qui me fait le plus vibrer au monde, c'est vraiment l'archipel des Kerguelen. C'est français, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment aux confins de l'océan Indien, presque au port de l'Antarctique. C'est un archipel d'îles qui est complètement rongé par le vent, par les températures, etc. Il y a très peu de personnes qui y habitent, uniquement une poignée de scientifiques qui étudient le climat et les écosystèmes là-bas. Et le reste, c'est des populations de phoques, de rennes, d'oiseaux, Le bout du monde, de quoi. pingouins, de manchots, etc. Non, c'est absolument magnifique. Trop bien. Et bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui est en Ouais. mesure d'aider Antoine, Ah ouais, s'il vous plaît. qu'il là. se manifeste dans les Ouais, commentaires. les sociétés des explorateurs, les préfets des TAF et tout, là, venez, s'il vous plaît, contactez-moi. On organise un truc, une grande marche au Kerguelen, ouais. Ouais, de ouf. Bon, trop bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager la vidéo et de la commenter. Cela nous aide à grandir, je compte sur vous.